fait émerger, alors je pense qu'elles existaient déjà, mais surtout elles ont pris conscience de leurs responsabilités dans le développement territorial. Voilà. Et on nous parle, il y a un mouvement des ETI qui existe depuis, alors je ne sais pas depuis combien de temps, mais ça ne doit pas faire une vingtaine d'années, hein, ça doit faire une dizaine d'années qui se sont fédérées et qui assument leur rôle au niveau territorial et qui développent l'emploi au niveau territorial, qui essayent d'organiser un peu les aides régionales, la présence dans les clusters, les relations au niveau national, puisqu'il y a un mouvement national des ETI. Et on a la chance d'avoir Olivier Schiller qui est à la tête d'une entreprise, une ETI, dans le Val-de-Marne, si mes souvenirs sont bons, hein, qu'on a eu l'occasion de primer il y a peu de temps à l'hôtel de l'industrie, et qui prend vraiment sa part au niveau de l'Île-de-France pour développer l'emploi et l'industrie dans l'Île-de-France. Donc merci d'avoir accepté de te lever tôt. Tu viens du Val-de-Marne, il y a un vrai sujet de circulation, c'est un sujet également pour le développement industriel de l'Île-de-France, pour venir nous parler de ton expérience en Île-de-France. Je crois qu'on peut le remercier et l'applaudir. Merci Olivier. Alors je n'habite pas dans le Val-de-Marne, hein, j'habite dans l'Ouest parisien, et donc je suis venu avec la ligne 1 du métro, ce qui est très pratique. Parce que là c'était facile, mais autrement, pour aller au Val-de-Marne, c'est pas toujours évident. Jérôme, merci Olivier. Bien sûr, avec plaisir. Droite ou gauche? Je parle pas de politique, hein, je parle de siège. Ouais, ça vous va? Merci. Tu enregistres, c'est ça enregistré? Très bien, parfait. Donc merci à vous qui êtes derrière. Alors on va attaquer rapidement le vif du sujet. Alors Olivier Schiller, vous êtes président de l'ETI Septodon. Alors on va forcément dans le cadre de cette matinée, on va parler d'ETI bien entendu, on va parler de Septodon, et puis également de la dynamique qui est en marche côté gouvernement, avec courant janvier, vous avez été nommé comme, c'est quoi, ambassadeur? J'ai été nommé co-ambassadeur des entreprises intermédiaires, des ETI, avec un inspecteur général des finances qui connaît mieux le milieu de l'administration que moi. Très bien, donc parfait. On a un binôme en fait qui représente à la fois l'administration et puis le monde de l'entreprise. Super. Avant d'attaquer, un rappel sur les partenaires. Alors pour ceux qui me connaissent un peu, je suis assez mauvais élève là-dessus, donc je préfère l'attaquer d'entrée de jeu pour oublier personne. Alors bien entendu, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui nous héberge ici dans son hôtel de l'industrie, donc qui est la cheville ouvrière de cet événement, du cycle des mercredis de l'innovation. Le mouvement des entreprises de taille intermédiaire qui s'est associé à cette intervention ce mercredi. La Fabrique de l'industrie, France Cluster, la Banque des territoires, l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, la SRC, c'est-à-dire l'Association des sociétés de recherche au contrat, et France Innovation que je représente. Pour cette matinée, alors courte matinée puisque l'objectif s'est terminé vers 10h30, je crois qu'on n'y arrivera pas, en fait plutôt 11h. Donc c'est ETI, moteur de l'emploi dans les territoires. Alors pour rappel, l'ETI, il y a une définition qui existe, une définition qui est issue de la loi de finances. Je ne vais pas la rappeler ici, mais c'est jusqu'à 5000 salariés, puis il y a d'autres critères sur la partie chiffre d'affaires notamment. On se compare très souvent les ETI françaises versus les ETI allemandes et on dit le tissu industriel allemand est composé d'ETI très fortes qui ont le leadership sur un marché de niche, et ce qui fait que ça, si on revient sur la notion de territoire ou d'écosystème, ça a forcément un impact, ce sont des locomotives aujourd'hui. Ce qu'on peut dire sur les ETI, c'est qu'elles innovent, elles exportent, tout en ayant un ancrage territorial fort, ça c'est assez essentiel, et elles recrutent. Donc finalement, les voyants sont au vert et on peut dire, on peut comprendre pourquoi le gouvernement s'y intéresse très fortement. Et je pense qu'au travers de l'illustration qui est donnée par Olivier Schiller en tant que dirigeant de cette ETI familiale, on va pouvoir voir finalement un peu l'ADN d'une ETI, et puis après on va rentrer aussi dans la discussion sur qu'est-ce qui permettrait demain d'avoir des PME qui deviennent des ETI et comment on fait pour que les ETI continuent de devenir des ETI, restent des ETI et peut-être des grands groupes demain. Voilà. Merci Olivier, je vous laisse la parole de suite. Merci à vous. Merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir bravé les difficultés de la circulation pour être présent ce matin. Donc effectivement, je vais vous parler de trois sujets. Je vais vous parler d'abord de notre groupe, du groupe Septodon, que vous ne connaissez pas parce que nous sommes connus des dentistes, mais si on n'est pas dentiste, nous sommes moins connus. Notre aventure américaine, qui est un petit peu emblématique d'une période à laquelle peuvent être confrontés les ETI, avec les difficultés et puis la façon de rebondir. Puis on va conclure effectivement sur les ETI de façon plus globale. Voilà. Alors, qui nous sommes? Le groupe Septodon, donc c'est une entreprise qui a été fondée en 1932
Je suis la 3e génération à la tête de cette entreprise. Vous connaissez la destinée des entreprises familiales. La première génération crée, la deuxième développe, et puis la troisième que je représente ici détruit ce que les 2 précédentes ont eu tellement de mal à bâtir. Voilà, donc cet adage me tient éveillé et donc m'empêche de m'endormir. Donc nous fabriquons des produits destinés aux dentistes, essentiellement des produits pharmaceutiques. En gros, c'est grâce à nous que vous n'avez pas mal aux dents quand vous êtes chez le dentiste. Nous sommes leaders mondiaux dans cette spécialité et nous investissons évidemment beaucoup en recherche et en développement. Nous sommes présents dans le monde entier. On est vraiment typique des ETI. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 290 millions d'euros, 1850 personnes. 7% de notre chiffre d'affaires est fait en France. Donc on est vraiment une société mondiale avec des centres de production et puis des centres de recherche et développement répartis partout dans le monde. Vous voyez l'évolution du chiffre d'affaires, là ça doit être un pointeur. Donc en 10 ans, on a à peu près doublé de taille, puisqu'on est passé d'un peu plus de 150 millions d'euros à un peu moins de 300 millions. Donc le chiffre d'affaires a été multiplié par 1,9, porté à la fois par la croissance des dépenses de santé dans les pays développés, mais aussi beaucoup sur le fait qu'il y a une classe moyenne toujours plus importante dans les pays émergents, en Inde, en Chine, un certain nombre de pays d'Amérique latine, comme au Brésil, qui ont maintenant accès à des produits de santé équivalents à ce qu'on trouve en Europe ou aux États-Unis. Donc l'actionnariat est 100% familial entre mon père, moi-même, mes enfants. Nous avons bénéficié du dispositif Dutreil de façon à pouvoir transmettre les parts de la société d'une génération à l'autre. Il faut savoir qu'avant le pacte Dutreil, il était quasiment impossible de transmettre sa société à la prochaine génération, puisqu'il fallait payer, il y avait un taux marginal de 40%. Mais enfin, quand on est une entreprise qui vaut 100 millions ou 200 millions, on l'atteint très rapidement. Et personne n'avait, très peu de familles avaient 40 millions en banque pour permettre de payer ses droits. Le pacte Dutreil permet d'abattre de 75% ses droits, donc de payer 40%, on paye 10%. Et si on prévoit les choses un peu à l'avance, si on fait du démembrement de propriété, ça fait qu'en France, maintenant, on est dans une situation qui est assez favorable, même si ce n'est pas aussi favorable qu'en Allemagne où c'est gratuit. À partir du moment où on maintient la masse salariale, ça reste quand même aujourd'hui une situation assez confortable. Donc 90%, donc 93% l'année dernière, notre chiffre d'affaires est fait à l'international. Pourtant, on a 40% de nos actifs industriels et de nos salariés en France. Voilà. Et ça aussi, c'est assez typique d'attachement des ETI au territoire national. Et nous sommes basés donc à Saint-Maur-des-Fossés, mais également à Mazamet dans le Tarn, où on a une usine. Et ça aussi, c'est représentatif des ETI. Nous sommes extrêmement internationaux, y compris au niveau de notre comité exécutif. Ça, c'est assez atypique. La moitié de notre COMEX est composée soit d'Américains, soit d'Asiatiques. La moitié est français. Je pense que c'est assez rare pour une société de notre taille, qu'elle soit française ou allemande, et ça nous donne vraiment cette perspective internationale. Et puis comme toutes les sociétés familiales, nous ne sommes pas cotés, donc notre horizon, ce n'est pas le Next Quarterly Earnings. Nous n'avons pas de fonds d'investissement à notre capital, qui fait que l'horizon n'est pas dans 3 ou 4 ans, quand le fonds voudra vendre au prochain fonds ou à un autre actionnaire qui voudra racheter, mais c'est plutôt la prochaine génération, dans 20 ans, 25 ans, commencera l'entreprise. Et puis cet ancrage territorial fort dont je vous parlais. Voilà, donc le siège maintenant, depuis un mois, nous avons pris un bâtiment Place de la Nation, ce qui m'a permis d'abandonner mon véhicule automobile pour bénéficier des services de la régie autonome des transports parisiens, que j'apprécie beaucoup dans le contexte de circulation qu'on connaît actuellement. La seule chose qui me fait un peu enrager, c'est que je me dis que Anne Hidalgo a gagné, et ça c'est un problème, mais bon. Donc au niveau français, on a plusieurs sites à Saint-Maur-des-Fossés, un à Croissy-Beaubourg au niveau logistique, et puis donc à Mazamet dans le Tarn. Nous sommes leader mondial dans la maîtrise de la douleur au cabinet dentaire. Donc chaque seconde, il y a 15 anesthésies qui sont réalisées avec nos produits dans le monde. Nous produisons chaque jour 2 millions d'anesthésiques. Et puis également les aiguilles qui sont le complément naturel de l'anesthésie. Donc en fait, il faut penser à vous à chaque fois qu'on va chez le dentiste, quoi. Absolument. C'est ça, absolument, d'accord. Absolument.
Et puis si vous n'y allez pas très souvent, c'est bien pour nous, parce que vous y allez, ça veut dire que vous aurez des traitements importants. Donc, voilà. Non, sérieusement, il faut y aller tous les 6 mois ou tous les ans. C'est vraiment ça la bonne pratique. Il faut se laver les dents au moins 2 fois par jour. Et il faut utiliser le fil dentaire. C'était le point conseil santé de la matinée. C'est vrai, le fil dentaire, c'est quelque chose qui est absolument indispensable et qui est utilisé systématiquement aux États-Unis, pas tellement en France. C'est vraiment très important. Bref, parfois effectivement, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, eh bien, on peut malgré tout avoir des caries. Certaines caries sont profondes. Et quand on a une carie très profonde, quand la pulpe est exposée, il faut dévitaliser la dent. Donc il faut enlever le nerf, tous les vaisseaux qui irriguent la dent. À ce moment-là, la dent devient inerte, cassante, et donc elle finit par disparaître. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de technologie qui permettait de soigner des caries profondes à partir du moment où la pulpe est exposée. Et nous avons donc mis au point ce produit, Biodentine. Ça a été 10 ans de recherche et développement, avec l'Université de Marseille notamment. Puis un couple, elle, dentiste, lui, professeur de matériaux de construction. Donc on a utilisé les technologies de la construction, des ciments, pour faire ce produit. C'est assez intéressant d'ailleurs en termes d'innovation, puisqu'au départ on voulait remplacer l'amalgame. L'amalgame dentaire, c'est un matériau qui est excellent au niveau clinique, mais il n'est pas esthétique, il est noir. En plus, il relargue du mercure. Alors au niveau santé publique, il n'y a pas de problème parce que les quantités sont infinitésimales. Si vous mangez un steak de thon, vous allez ingérer plus de mercure que l'amalgame qui va être dégagé, le mercure qui va être dégagé par les amalgames. Par contre, c'est pas beau. Et puis au niveau environnemental, pour recycler ces produits, c'est également un problème. Le mercure est un métal très toxique. Voilà, donc nous on voulait remplacer l'amalgame. Et en fait, le produit que nous avions mis au point ne peut pas remplacer l'amalgame parce qu'il n'a pas les mêmes propriétés physiques. On ne peut pas le laisser à la surface de la dent, il faut le recouvrir. Par contre, il a des propriétés biologiques absolument remarquables qu'on n'avait pas imaginées au départ. C'est-à-dire que la pulpe ne fait pas la différence entre biodentine et la dentine naturelle. Donc vous pouvez mettre, même quand c'est très inflammé, vous pouvez mettre ce produit en contact avec la pulpe. Et non seulement c'est un produit totalement bioactif, mais également biocompatible, mais il est également bioactif, c'est-à-dire qu'il régénère de la dentine naturelle. Donc les universitaires, les chercheurs du monde entier se sont passionnés pour ce produit. On a plus de 600 publications, ce qui est extrêmement important pour un produit dentaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses que nous faisons. Et plus que doubler le chiffre d'affaires, c'est ça, moi, qui me fait plaisir, qui me dit que nous faisons des choses utiles parce que nous faisons progresser l'art dentaire. Nous contribuons à faire progresser l'art dentaire. Voilà. Donc, une brève présentation du groupe. S'il y a des questions, on les pose à la fin ou n'hésitez pas à intervenir. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant de notre aventure américaine, parce que je pense qu'elle est intéressante. On s'est attaqué au marché américain au début des années 80. Donc je n'étais pas encore dans l'entreprise, c'est mon père, c'est son bras droit. Il y a eu plusieurs échecs. Je me souviens qu'ils avaient conclu un contrat avec une société basée en Floride. Il paraissait y avoir beaucoup de salariés dans cette entreprise. En fait, ils étaient tous de la même famille, et donc ça s'est très mal passé. Et puis, on a créé nous-mêmes notre propre filiale dans le Delaware. Et ce n'était pas très rentable parce qu'on exportait des produits avec des marges extrêmement faibles. En 90, on a acquis 50% d'une usine canadienne à côté de Toronto, à Cambridge, dans l'Ontario. Donc 50% c'était nous, 50% c'était un partenaire local. Et puis ça s'est pas mal passé pendant une dizaine d'années, entre 90 et puis 2000. Donc on a développé cette société. Mais c'était assez compliqué à manager parce qu'on avait d'excellentes relations avec notre partenaire, mais personne ne prenait réellement de décision. Nous, on se disait, tiens, cette société américaine qui est basée à New York, qui est cotée, a heureusement les reins solides pour manager notre usine canadienne. Et puis eux, qui étaient un distributeur, ils faisaient de la distribution, ils disaient, heureusement qu'on a Septodon au capital, parce que ce sont eux les professionnels de la fabrication d'anesthésiques. Et en fait, chacun comptait sur l'autre. Le président de la joint venture avait plutôt tendance à dresser un partenaire contre l'autre pour pouvoir diviser pour régner. Et en fait, ce n'était pas dirigé. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1998, on a eu une inspection de la Food and Drug Administration qui a remis en cause la stérilité des produits, ce qui est un petit peu embêtant pour des injectables.
On avait des pratiques où quand on injectait nos cartouches sur des boîtes de pétri, pour vérifier que rien ne poussait, que les produits étaient stériles, eh bien, quand ça poussait, on prenait notre cartouche, on réinjectait, et si c'était stérile la deuxième fois, on disait la première fois, c'était une erreur de manipulation. Alors vous n'avez pas du tout le droit de faire ça, parce que rien ne prouve si la deuxième est stérile que la première l'était. Et globalement, on ne respectait pas du tout les Good Manufacturing Practices. Au lieu de coopérer avec la FDA, on leur a dit vous ne comprenez rien à nos produits sont bactériostatiques, il est impossible qu'il y ait de la croissance microbienne. Et un directeur de la FDA a dit oui, effectivement, on comprend rien à ce que vous faites, c'est pour ça qu'on donne ordre à nos gardes frontières d'interdire l'importation de vos produits. Et si ce n'est pas vous qui faites le recall des centaines de milliers de boîtes qui sont sur le marché, c'est nous qui allons le faire. Bon. La société était en faillite, en réalité. Il n'y avait plus assez de cash. Nous, à l'époque, on n'avait pas du tout les reins assez solides pour pouvoir la renflouer. Donc, c'était une situation extrêmement, extrêmement difficile. Également pour notre partenaire, qui s'était introduit en bourse pas très longtemps avant. Les actionnaires pensaient investir dans une société de distribution, mais ils ont aperçu aussi qu'il y avait du manufacturing à l'occasion de ce recall massif. Donc, l'action a chuté. Et j'étais voir le patron de l'autre société. Je lui ai dit, écoute, on ne peut pas continuer comme ça. Vends-moi tes actions. Et puis moi, je te fais un contrat. Tu seras imbattable par rapport à tes concurrents. Tu auras accès à nos produits dans des conditions tout à fait exceptionnelles. C'est ce qu'on a fait. Comme on n'avait pas d'argent, eh bien, le prix des actions, on l'a payé sous forme d'un crédit sur 20 ans où on donnait 10% de produits gratuits sur tous les produits qu'ils nous achetaient. Et puis en plus, c'est eux qui ont mis de l'argent en compte courant pour renflouer la société. Donc en fait, on a acquis cette société pour une valeur négative, puisque non seulement on n'a pas apporté de fonds, mais c'est notre partenaire qui l'a fait. Une fois qu'on a fait cette opération, on a été voir la FDA, on leur a dit écoutez, vous aviez parfaitement raison, c'était pas géré. On a changé de management, et puis on a aussi implémenté au Canada une technologie qu'on avait, dite de stérilisation terminale, qui consiste à chauffer chaque cartouche dans un autoclave, qui fait que s'il y a une cartouche sur 1 million qui est contaminée, eh ben le germe va être éliminé par cette stérilisation terminale. Donc la FDA était satisfaite de notre esprit de volonté de coopérer avec eux, et puis on a pu reprendre nos activités. Voilà, et donc c'est ce qui nous a permis de passer en 98 de 20 millions de... Oui. En 90, l'objectif quand on s'est implanté en 90, quand on a racheté 50%, c'est effectivement parce que c'était pas rentable de produire en France et puis d'exporter. En plus, les prix étaient très bas à l'époque, donc on voulait produire sur place. C'est ça notre objectif, c'est d'avoir une présence et par le hasard des circonstances, plutôt qu'acheter aux États-Unis, on a eu l'opportunité d'acheter cette société canadienne. Ensuite, après le problème, il fallait qu'il y ait un actionnaire unique pour pouvoir bien diriger la société. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette mesure. Et puis pour les distributeurs, ça lui permettrait de se concentrer sur ses core competencies, donc sur son métier de distribution. Mais nous, on rêvait de racheter les 50% qui nous manquaient. On rêvait, mais à l'époque, on avait fait le calcul, je crois que c'était 60 millions de dollars à l'époque. On n'avait pas du tout les moyens de racheter une société comme ça. Donc en réalité, cette catastrophe s'est transformée en une opportunité formidable parce que ça nous a permis de racheter la société. Enfin, on ne l'a pas fait exprès. C'était votre première opération de croissance externe ? Non, on avait déjà l'usine de Mazamet, l'usine d'aiguë de Mazamet avait été acquis précédemment. Bien sûr, ça valait rien puisqu'on on l'a acheté pour un prix négatif. En fait, la société ne valait rien. Simplement, le partenaire ne voulait pas que cette société disparaisse. Et puis voilà. Puis le deal, je pense, était intéressant pour nous, mais intéressant pour eux aussi. Mais évidemment, ça nous a coûté zéro, quoi. Alors, donc, voilà. Donc, vous voyez, il y a une belle progression.
Nous avons eu de la chance parce qu'on a introduit juste après un nouvel anesthésique, qui était un anesthésique qui existait depuis des années en Allemagne, mais pas aux États-Unis. Donc on a été les premiers à l'introduire, ça a eu un grand succès. Ça, c'était fabriqué en France. Et puis, alors, il y a eu encore d'autres épisodes. C'est en 2003. En 2003, j'avais participé à une conférence sur les Dental Manufacturers of America. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le patron de Kodak. À l'époque, Kodak était une société encore prospère, belle société qui faisait des produits de photographie argentique. Mais ils avaient aussi toutes sortes d'activités parce qu'ils avaient voulu se diversifier. Et ils vendaient des anesthésiques dentaires, mais ils ne les fabriquaient pas. Ils les faisaient fabriquer par une autre société. Nous, on avait lancé donc cette nouvelle molécule d'articaïne. Et on était dans une situation où on avait pu rouvrir, mais notre usine était quand même obsolète. Et on n'avait pas les moyens, on n'avait pas le volume d'affaires n'était pas suffisant pour justifier les investissements qu'il fallait faire. Donc c'est pour ça que quand Kodak, après cette réunion, quand j'ai rencontré le patron de Kodak et qu'il a souhaité qu'on fabrique pour lui, en lui donnant private label cette nouvelle molécule, on a vu ça comme une opportunité. Et ça nous a permis de lever les fonds auprès des banques pour faire cet investissement. Et puis en même temps, d'assurer, grâce à ce contrat Kodak, donc un volume suffisant pour rembourser ces prêts. En réalité, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, puisque on a fait l'investissement, on a commencé à faire l'investissement, on a obtenu avant le crédit bancaire, mais on n'avait pas signé avec Kodak à ce moment-là. Et le jour où on devait signer avec Kodak, ils nous ont dit non, écoutez, finalement, c'est une activité qui n'est pas stratégique, on ne peut pas signer le contrat, parce qu'on veut vendre cette activité. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Mathématiquement, compte tenu du volume que nous vendons aujourd'hui, même si nous arrivons à croître, on n'arrivera pas à un niveau suffisant d'activité qui va nous permettre de dégager du cash et de rembourser le prêt. Et donc là, à nouveau, après cet épisode avec la FDA, je nous voyais en situation extrêmement difficile. Bon. Heureusement, quelques mois après, Kodak a finalement décidé de garder cette activité et donc on a pu signer le contrat. Voilà. Puis donc on a effectivement beaucoup investi. À un moment donné, on avait 100% du marché des US sous notre propre marque, sous la marque de Kodak, et puis on fabriquait aussi pour nos autres concurrents et en private label pour les distributeurs. Bon, maintenant, on n'a plus que 90% parce qu'il y a un acteur italien qui est entré sur le marché. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux d'être à 90% qu'à 100% pour des raisons anticoncurrentielles. Voilà. Alors moi, ce que j'ai appris de cette expérience américaine, c'est d'abord la complexité de manager des joint ventures 50-50. Alors tout le monde le dit, mais enfin, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne le comprend pas réellement. Il faut qu'une des parties dirige. Et puis aussi, c'est que la frontière entre la réussite et l'échec est vraiment très, très ténue, quoi. Aujourd'hui, je vous raconte cette belle histoire, mais ce n'est pas une autoroute, ce n'est pas une autoroute tout droite où tout se passe bien toujours. Il y a des moments d'extrême tension, et finalement, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre d'une façon qu'on ne peut pas toujours maîtriser. Donc voilà ce que je voulais vous dire à la fois sur Septodon et puis sur notre aventure américaine. Et non, j'ai pas fini. Voilà, il y a encore quelques slides. Alors maintenant, compte tenu de cette position de leadership, comment est-ce qu'on peut continuer à croître ? Alors d'une part, nous investissons dans les pays émergents. Par exemple, on a racheté 2 usines au Brésil. On compte construire une usine en Chine. Alors le projet est un petit peu mis en sommeil en ce moment, mais enfin sur le long terme, il devrait se faire. Nous voulons poursuivre notre croissance en dehors du paid management. Donc j'ai dit qu'on était leader mondial dans le domaine du paid management chez les dentistes, mais ça représente 5% des achats des dentistes. Donc quand un dentiste achète pour 100 € ou 100 $, il va acheter 5 en paid management. Donc on est les rois sur 5% du gâteau, mais on est très peu présent sur les 95%. Et avec des produits comme Biodentine, enfin, grâce à nos efforts d'innovation, nous voulons, sur un certain nombre de segments, prendre une position beaucoup plus importante. Voilà, donc ça, c'est notre deuxième axe de croissance. Et puis le troisième axe, c'est s'appuyer sur nos compétences clés pour offrir nos services à des tiers. Donc c'est pour ça qu'on a la société au Canada s'appelle Novocol.
C'est pour ça qu'on a donc créé Novacol Pharma avec le logo que vous voyez ici. Et notre objectif, c'est d'avoir une activité dite CDMO, c'est-à-dire qu'on offre nos capacités de remplissage à des tiers qui veulent développer des produits, qui ont besoin de faire des essais cliniques, donc de produits pour faire des essais cliniques, et ensuite dans une phase ultérieure pour donc commercialiser leurs produits, qui n'ont pas envie de faire eux-mêmes les investissements nécessaires. Voilà, et donc on offre nos services à des partenaires. C'est un marché qui est infiniment plus important que le marché dentaire. Et quand on sait remplir des cartouches avec de l'anesthésie dentaire, le remplir avec de l'insuline ou avec de l'adrénaline, n'importe quel principe actif, c'est quelque chose qui n'est pas trop complexe. Sachant qu'on porte très peu de risques là-dessus, puisque tout est fait en partenariat, et à partir du moment où une société vient nous voir, et comme quand on se joue aux échecs et qu'on met en route la pendule quand c'est à soi de jouer, eh bien on facture des heures. Donc c'est une diversification qui est assez peu risquée. Voilà, donc cette fois-ci, je crois que j'ai fini de vous parler de Septodon, et puis je vais vous parler des ETI. Oui, Sylvie. Comment est-ce qu'une société, une ETI, la taille de Septodon, peut arriver à faire de la recherche et du développement par rapport aux enjeux d'horizon de temps, aux enjeux financiers de la recherche? Comment est-ce qu'une société comme Septodon peut avoir une part dans la recherche et du développement? Alors, au niveau pharmaceutique, nous ne mettons pas en point de molécules nouvelles. Pour mettre au point de molécules nouvelles, ce sont des milliards d'euros d'investissement. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous utilisons des principes actifs qui ont déjà été développés dans d'autres domaines, anesthésiques, antibiotiques, anti-inflammatoires, et nous faisons de la galénique, c'est-à-dire que nous assemblons ces principes actifs pour en faire un médicament dentaire. Produits comme Biodentine, ce sont des dispositifs médicaux, c'est du DM. Même s'il y a une législation qui devient de plus en plus dure avec la législation européenne des Medical Device Regulation, c'est quand même plus simple et moins coûteux à mettre au point que des médicaments. Et on ne le fait pas tout seul, on le fait aussi en Open Innovation, avec, là on l'a développé avec Marseille, et on travaille beaucoup avec des laboratoires tiers. C'est pas indiscret, quelle est la part du chiffre d'affaires que vous consacrez sur la R&D pour rebondir sur votre question? C'est à peu près 7% du chiffre d'affaires, donc moins que les Big Pharma, voilà. Mais qui n'est pas négligeable. Ouais. Et on travaille aussi avec le CEA par exemple, pas du tout dans le nucléaire, mais ils ont des activités hors du nucléaire. Sachant qu'on travaille avec des organismes tels que le CEA, c'est extrêmement intéressant parce que le crédit d'impôt recherche est doublé, passe de 30% à 60%. C'est quand même une situation qui est unique au monde. Et donc ça permet d'investir plus. Voilà, donc les ETI, entreprises de taille intermédiaire. Donc c'est une catégorie qui a été créée sous Nicolas Sarkozy le 4 août 2008 dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie. La définition donc, avait été rappelée par Jérôme, entre 250 et 5000 salariés, et puis un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros, ou un total de bilan pas plus de 2 milliards. Enfin bon, en général, on pense surtout au nombre de salariés, donc entre 250 et puis 5000. Mais en réalité, c'est resté un peu une catégorie statistique. C'est-à-dire que on existait. Le fait en France, pour exister, il faut qu'il y ait une loi. S'il n'y a pas de loi, on n'existe pas. Donc il y a une loi qui nous a donné naissance. Voilà, sachant que l'association ASMEP a été créée par Yvon Gattaz, je pense une dizaine d'années avant à peu près, et la loi Dutreil précède cette notion d'ETI. On reste assez peu connu et pourtant, donc nous sommes 5400 en France, ça représente 39% du PIB. Entre 2009 et 2015, on a des statistiques un peu plus récentes qui confirment cette tendance. Donc pendant ces 6 ans, les PME ont créé 80 000 emplois, les grandes entreprises en ont détruit 90 000 et nous en avons créé plus de 300 000. Donc on est vraiment la catégorie d'entreprises qui créons le plus d'emplois. Nous représentons un tiers des exportations. Et ce qui est extrêmement important, c'est que 68% des sièges sociaux sont hors de l'Île-de-France. Donc c'est nous qui irriguons les territoires. Quand on se promène en Allemagne, en Italie, quand on va dans des petites villes, il y a très souvent des usines.
En France, il y a des déserts industriels. Probablement que s'il y avait autant d'ETI en France qu'en Allemagne, 12 000 en Allemagne, les territoires seraient beaucoup plus irrigués. Probablement qu'on n'aurait pas connu la crise des gilets jaunes. Et si on veut vraiment recréer de l'activité locale, si on veut maintenir l'emploi, si on veut maintenir les hôpitaux, si on veut maintenir les écoles, etc., il est essentiel de développer de l'activité économique et les ETI ont un rôle très important à jouer dans ce domaine. 70% des emplois donc, sont dans la région d'origine des ETI, donc en dehors de l'Île-de-France. Et puis également, 75% des ETI sont des entreprises familiales ou patrimoniales, ce qui a deux conséquences. D'une part, cette orientation long terme, et puis l'attachement à la fois au territoire et puis aux salariés. Alors, ça, il y a un peu plus d'un an, 1 an et demi, comme on n'était pas très connu des pouvoirs publics, nous avons commencé via un ami qui avait participé à la campagne électorale d'Emmanuel Macron. On a commencé à discuter, à parler avec les conseillers du président de la République. Et puis ça aboutit le 21 janvier au lancement du plan Nation ETI. Donc vous avez le président qui est ici. Moi, je suis en train de vous chercher sur la photo, en fait. Moi, je suis là. Ah, d'accord, très bien. C'était assez drôle parce qu'il y avait une très grande... Vous voyez, c'est dans les salons de l'Élysée. Il y avait une très grande échelle. Tu étais là, Sylvie, une grande échelle qui devait faire 7-8 mètres de haut. Et puis un photographe qui montait en haut de l'échelle pour prendre la photo, au mépris de toutes les lois du travail. C'est absolument interdit. Et il y avait Muriel Pénicaud et tous les chefs d'entreprise qui regardaient complètement effarés, se demandant si le photographe allait ou non chuter de l'échelle. Mais non, ce qui montre que l'État ne montre pas l'exemple dans beaucoup de situations. Voilà. Donc ça a été une très bonne, vraiment les 500 chefs d'entreprise qui étaient là étaient ravis déjà par leur reconnaissance de l'État en disant vous êtes important, vous contribuez à l'essor de l'économie. C'est la première fois qu'il y avait un événement comme ça autour des ETI. Après le discours du président, il y a eu 3 tables rondes. Une table ronde sur produire en France avec Bruno Le Maire. Donc moi j'animais ces tables rondes. Ensuite une deuxième table ronde sur travailler en France. Et une troisième table ronde sur s'engager en France, tout ce qui tourne autour de l'économie sociale et solidaire, de la RSE. Et c'était la Madame Loyal, c'était une femme très dynamique, Agnès Pannier-Runacher, qui est la secrétaire d'État aux entreprises. Voilà. Et derrière ça, donc, on a lancé le plan Nation ETI. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a pu recueillir, on a fait des statistiques, on a interrogé les 500 entreprises qui étaient présentes, et donc ça nous a donné énormément d'informations sur le nombre de salariés. Donc ça représentait 550 000 salariés en France, près d'1 million sur l'ensemble de la planète, 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 50 000 emplois sur les 300 000, dont on a 50 000 emplois créés en France en 2018 par ces entreprises. Voilà, donc les 500 réunis en France, chaque ETI représente un poids économique limité, mais 500 ETI en France, ça représente quelque chose de très important. Donc d'autres statistiques, 20 000 sites implantés sur le territoire, 10 milliards d'euros investis, plus de 90% du capital est familial. Donc ça c'est important. Les ETI en France sont essentiellement patrimoniales. On est très attaché à la politique sociale et environnementale, mais on ne fait pas de greenwashing. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais nous agissons dans ces domaines. Et puis on voit que c'est intéressant aussi, puisque nous sommes au sein de la Société pour l'encouragement de l'industrie, que 43% de nos investissements, les ETI, sont investis dans l'industrie. Donc ce qui est beaucoup plus important que la moyenne des autres entreprises. Donc on est très implanté dans l'industrie. Si on faisait le parallèle, alors je ne sais pas s'il y a des réponses d'ailleurs, si on faisait le parallèle avec les ETI allemandes, notamment sur la partie patrimoniale et détention du capital, c'est à peu près identique ou ce sont des profils proches? Oui, absolument, absolument. Alors là, il y a une différence quand même, c'est que entre l'élection du président Mitterrand en 81, qui a porté l'impôt sur les successions à 40%, et puis le pacte Dutreil, donc ça devait être au début des années 2000. 2003, je crois. 2003, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est 2003. Pendant un peu plus de 20 ans, ça a été une hécatombe au niveau des entreprises familiales qui ont dû se vendre. Donc elles ont été très souvent délocalisées.
alors qu'en Allemagne, depuis toujours, il y avait une politique qui encourageait les sociétés à rester au sein des familles, qui fait qu'il y a des groupes allemands qui sont considérables, beaucoup plus importants que les ETI, hein, qui ont des dizaines de milliers de salariés et qui sont encore complètement familiaux. Alors, qu'est-ce que c'est la stratégie Nation ETI? Eh bien, premier objectif, c'est faire connaître les ETI. Alors, les faire connaître de qui? Ben, par exemple, des étudiants. Les étudiants aujourd'hui, ils ont envie soit de travailler dans les startups, soit dans les grands groupes. Nous, on passe un petit peu en dessous des radars. Voilà, donc nous voulons déployer. Alors ça, c'est notre faute, hein, parce que par exemple, on a pris contact avec des proviseurs, avec l'université de Créteil, avec l'UPEC, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. On a toujours été très bien accueillis. Et maintenant, il y a un dialogue permanent entre ces établissements et puis Septodon. On a accueilli 100 élèves la première semaine de septembre du lycée Théard de Chardin pour leur montrer qu'est-ce que c'était que la vie dans une entreprise. On participait à la semaine de l'industrie, mais on fait beaucoup plus. Et en fait, voilà, c'est vraiment à nous de faire l'effort de nous montrer à l'extérieur et puis aussi d'attirer les jeunes vers les ETI et vers l'industrie. Là encore, on rejoint donc des objectifs de la société d'encouragement. Donc renforcer l'activité, l'accès des ETI aux compétences. Hein, il faut attirer les jeunes. Le marché du travail le marché est de plus en plus tendu. Oui, messieurs. Oui, justement, j'allais vous poser une question sur ce point-là. Une des forces du dispositif et du réseau des ETI en Allemagne, c'est le système dual en matière de formation, c'est-à-dire des filières de formation professionnelle qui sont gérées par les entreprises et les composants d'entreprise. Et donc un système qu'on appellerait en France l'apprentissage, mais qui est beaucoup plus que de l'apprentissage. Est-ce que vous pensez que c'est un élément déterminant pour le réseau des ETI allemandes et par comparaison ce qu'on pourrait faire en France? Je pense que c'est totalement indispensable. Si je prends l'exemple de Septodon, on payait des pénalités chaque année parce qu'on n'avait pas assez d'apprentis. On avait 8 apprentis, il nous en fallait 30. Hein. Donc j'ai dit à mes équipes, écoutez, c'est ridicule, hein, plutôt que payer, prenez des apprentis. Et l'objectif, c'était d'atteindre le plancher de 30. Aujourd'hui, on est à 42. Hein, c'est-à-dire qu'on l'a largement dépassé. Et c'est une source de grande richesse au quotidien, parce que ces jeunes qui viennent dans l'entreprise sont super motivés, ils font un travail remarquable. C'est aussi un vivier pour embaucher ces jeunes. Et puis même ceux qu'on n'embauche pas, ils sont formés, on a bonne réputation. Donc après, quand ils vont chez Sanofi ou ailleurs, ils trouvent du travail très, très facilement. Oui, donc c'est tout à fait indispensable. Alors dans les dispositifs qui ont été mis au point par le gouvernement, hein, il y a la possibilité de créer des CFA d'entreprise ou des CFA de groupes d'entreprise. Et ça, c'est vraiment la volonté de Muriel Pénicaud, c'est de développer l'apprentissage. Voilà. Mais je pense qu'on a fait d'énormes progrès. Hein. Si on regarde le nombre d'apprentis aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres en tête par rapport à ceux qu'il y avait il y a quelques années, on a vraiment beaucoup progressé. L'objectif, c'est aussi de faciliter les capacités d'investissement et puis la compétitivité des ETI. Hein. Alors, c'est des ETI de façon particulière, mais des entreprises en général. Hein. Nous, le projet qu'on a à Mazamet, je vous ai dit qu'on avait une usine, on va investir une dizaine de millions d'euros pour construire une nouvelle usine à côté, l'usine actuelle étant un petit peu obsolète. Aujourd'hui, on paye 17 000 euros par an de taxes de production, hein, taxes foncières, CFE, etc. Demain, on va en payer 300 000, 17 300 000. Pourquoi? Parce que sur ces régions qui sont complètement désindustrialisées, la base taxable est très faible, donc c'est obligé de mettre des taux très élevés. Et ça entraîne un système qui se mord la queue, très pervers, où en fait, là où on a plus besoin d'attirer les entreprises, en fait, on les rejette. Faciliter leur transmission, donc la loi Pacte a un petit peu assoupli le Dutreil, et puis également améliorer la prise en compte des spécificités des ETI par les administrations. La loi de modernisation de l'économie de 2008 prévoyait qu'à chaque fois qu'il y ait une nouvelle loi, que notre dimension ETI soit prise en compte. C'est-à-dire qu'on est, je vous donne un exemple, la loi Sapin 2 sur anticorruption. Bon, on est tous persuadés qu'il faut lutter contre la corruption, il n'y a aucune ambiguïté. Par contre, qu'on ait des obligations un peu plus importantes que les PME, ça nous semble normal. Hein, mais on n'est pas Total, on n'est pas Safran. Et si on nous demande de faire des cartographies de risques en connaissant chacun de nos clients, les clients de nos clients,
nos fournisseurs, les fournisseurs de nos fournisseurs, d'une façon précise, de façon à être sûr que dans toute cette chaîne, il n'y ait pas des pratiques illicites, ça nécessite des moyens qui sont incompatibles avec notre taille, quoi. Donc à chaque fois, adapter ce qu'on nous demande à notre taille. Donc pour mettre en œuvre ce plan, il y a un binôme d'ambassadeurs qui a été désigné par le gouvernement. Donc moi-même, mais bon, moi je connais les entreprises, je ne connais pas l'administration, et un haut fonctionnaire, Philippe Bouillou, un inspecteur général des finances. Et l'objectif, c'est de promouvoir les priorités et les préoccupations des ETI auprès des services de l'État. En réalité, ça va dans les deux sens. Une des choses qu'on a entrepris avec Agnès Pannier-Runacher, c'est un tour de France. Là, on a fait la première étape à Grenoble. C'était une belle réussite. Il y avait donc la ministre, son cabinet, les deux ambassadeurs, et puis tous les patrons d'administration locale. Donc les finances publiques, l'ADREAL, l'ADIRECT, BPI local, Business France, etc. Enfin beaucoup de patrons d'administration locale, et puis des entreprises. Et ce qu'a dit Agnès Pannier-Runacher, a dit qu'elle ne voulait plus qu'il y ait cette relation de contrôleur-contrôlé entre les entreprises et puis l'administration, mais qu'il y ait un véritable partenariat. Elle a dit aux patrons d'administration locale, vous donnez votre 06 à tous les patrons ici présents. Il faut qu'ils puissent vous appeler, vous devez vous connaître. Et puis quand il y a un problème comme ça permet de le résoudre d'une façon plus simple que voilà. Donc il y a vraiment une véritable volonté de faire évoluer les relations entre l'administration et puis les entreprises. Donc ça, c'est un des axes importants. Notre objectif, c'est de faire le tour de France. Il y a aussi le développer donc la structuration des ETI. On a parlé du METI qui est national, mais il y a également des clubs ETI régionaux. Olivier a souligné le fait que maintenant la compétence économique, développement économique, n'était plus au sein des départements, mais était au sein des régions. Donc c'est au niveau de l'État central et puis des régions. Donc ce que nous voulons faire, c'est créer dans chaque région un club ETI. Il y en a 3 aujourd'hui. Il y a Nouvelle-Aquitaine, Île-de-France et puis Grand Est. Voilà. Et donc ces clubs, enfin le club Île-de-France est assez représentatif. Donc il est d'une part, il a été créé par le METI et puis par la région. Par Valérie Pécresse et notamment Alexandra Dublanche, qui est la vice-présidente de la région chargée du développement économique, qui nous subventionne. Bon, je crois que c'est 25 000 € par an. On a un salarié donc du club qui était logé au sein de la région, donc maintenant il va prendre des locaux ailleurs. Et l'objectif, c'est de faire du co-développement économique, c'est de travailler avec la région pour créer un environnement qui soit favorable aux entreprises et puis aux ETI, avec tous les volets formation, transformation digitale, internationalisation. Donc, tout ce qu'on connaît. Voilà. Et donc l'objectif, c'est qu'il y ait dans toutes les régions françaises, dans les 13 régions, un club ETI. Et ce Tour de France, je pense, va contribuer à la création de ces clubs. Donc on a créé une nouvelle marque, la marque ETI. Il y a eu beaucoup de débats, mais voilà, c'est ça qui a été... Le coq était pris de toute manière. Donc, le coq était pris et Nicolas Dufour a fait un petit peu la tête en disant « Ouais, mais moi je veux pas que ça occulte la French Fab ». Donc c'est avec le coq, c'est pas le coq contre le cheval, c'est le coq avec le cheval qui travaillent ensemble pour développer les entreprises. Voilà, donc c'est une espèce d'étendard pour... rassembler toutes nos ETI. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, tant au niveau du groupe Septodon, et puis aussi cette stratégie Nation ETI qui a été initiée, et puis qui montre la volonté du gouvernement de créer un environnement qui soit favorable. Alors ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que nous allons auditionner donc un certain nombre de patrons d'administration centrale, de façon à, entre guillemets, ça fait partie de l'aide de mission, acculturer l'administration aux ETI. Qu'au niveau statistique, à chaque fois, qu'on soit bien identifié tel quel, qu'on puisse facilement voir qu'est-ce qu'on peut apporter à l'économie. Et puis, comme j'ai dit précédemment, qu'au niveau du processus législatif, qu'on prenne en compte nos dimensions, disant qu'effectivement, il y a un certain nombre de contraintes qui pèsent sur nous, comme sur toutes les autres entreprises, mais qu'on prenne en compte notre dimension particulière.
Voilà. Je ne sais pas si... Oui, monsieur a une question. Et notamment sur le dernier point que vous évoquez, il existe déjà de très nombreuses structures en France qui s'occupent des entreprises et qui représentent les entreprises, les relations professionnelles, les branches, les chambres de commerce et d'industrie, et bien d'autres. Comment vous coordonnez-vous avec toutes ces structures déjà existantes? Alors, ce que j'ai observé, on a eu pas mal de rencontres avec les conseillers du président de la République, du président Macron, et j'ai été étonné, l'impression que j'avais qu'ils étaient vraiment coupés des entreprises. En fait, ils nous connaissaient assez mal, et je ne suis pas sûr que toutes les structures existantes étaient une courroie de transmission efficace. Donc ils étaient très à l'écoute, Ils étaient extrêmement à l'écoute ils étaient très à l'écoute des entreprises. L'impression que j'ai eue, c'est qu'ils prenaient vraiment en compte les éléments que nous leur remontions. Bon, sinon, nous n'avons pas pour vocation d'être en compétition avec les différentes instances. Moi-même, je suis élu à la Chambre de commerce du Val-de-Marne. Mais c'est plutôt de travailler en synergie. Il y a beaucoup de... Alors, la structure du métier est une structure petite. On est au niveau des salariés, il doit y avoir moins de 10 salariés, ce qui est très, très peu, une structure petite par rapport à, je dirais, l'impact que nous pouvons avoir. Voilà. Et puis on a vocation, il y a beaucoup de nos membres qui sont également membres du MEDEF, donc on a vraiment, ou de la CGPME. On a vraiment vocation à travailler en synergie avec les autres instances. Madame. Moi, je travaille pour Business France et j'ai voulu contacter les ETI à l'occasion de la préparation du World Economic Forum de la présence française à Davos. Et donc, j'ai rencontré, parce qu'effectivement, on a une action avec Bruno Le Maire, avec Agnès Pannier-Runacher et les équipes pour valoriser l'image de la France. Il n'y a pas assez de participants. Et donc, je me suis tournée vers le METI pour proposer à des ETI de venir. Et en fait, le METI m'a dit qu'il ne faut pas trop vous solliciter. Alors, on a déjà un réseau, bien sûr, qui est en région, avec la Team France Export. Et je pense que c'est eux qui ont travaillé quand vous êtes déplacé en région, puisqu'on a 1250 conseillers de proximité, justement, pour que les entreprises de votre taille entre guillemets, pas oublié. Donc je pense qu'il y a un vrai effort qui est fait là-dessus. Mais au niveau centralisation des informations, quand on veut vous contacter, on nous dit, en tout cas l'association qui est représentative de ces pays, qui dit attention, il ne faut pas trop les solliciter, on va leur parler de ça, mais bon, alors que nous, c'est un avantage que vous proposez, parce qu'évidemment, à Davos, ce sont les très grosses entreprises, ce n'est pas les entreprises de taille intermédiaire. Donc expliquez-moi, je trouve c'est très très bien et c'est très bien que vous-même preniez cette initiative, mais dans l'avenir, comment pourrait-il faire dans cette situation? Alors, je pense que Business France, c'est une entité qui est une entité tout à fait remarquable. On l'a utilisé, Septodon l'a utilisé en Pologne. On était en situation de joint venture, ça ne fonctionnait pas bien. On a eu une étude de marché, puis ensuite un accompagnement pour trouver les bons avocats, chasseurs de tête, etc. Donc j'étais super content de l'accompagnement de Business France en Pologne. On vient de travailler avec les services de Business France sur le Vietnam. Et puis voilà, donc vraiment, effectivement, il y avait à Grenoble des représentants de Business France. Et ça fait partie des choses qu'on va exposer et qu'on va exposer aux entreprises. C'est pour un coût vraiment modéré, pour bénéficier des conseils de Business France. En plus, vous êtes statut diplomatique, donc vis-à-vis des pouvoirs publics locaux dans chaque pays, ça permet d'avoir des entrées qu'on n'a pas. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Je suis conseiller du commerce extérieur en plus, donc la Team France Export, c'est quelque chose de très, très important. Alors, par ailleurs, Septodon est aussi membre du World Economic Forum. Donc moi, j'avais été au forum, pas au forum de Davos, mais au forum chinois sur les nouvelles technologies. Donc c'était également intéressant. Alors après, Davos à mon sens, c'est extrêmement prestigieux. Il y a beaucoup de chefs d'État.
Je pense que c'est extrêmement intéressant pour les grandes entreprises qui peuvent avoir accès à ces décideurs. Je ne sais pas si c'est le meilleur forum pour des PME et pour des ETI. Parce qu'effectivement, c'est très prestigieux de dire j'ai été à Davos, mais en termes de business, je ne sais pas si cette instance est adaptée. Alors peut-être qu'elle l'est, hein. Moi je n'ai jamais été. Il y a Sylvie qui voulait intervenir. C'était 20 000 euros, je crois, c'est ça? 30 000 euros, ça. C'est le prix du Oui, absolument. Le souci, c'est effectivement, ils sont aussi très sélectifs. Mais je ne parlais pas forcément du fond par rapport à la pertinence de Davos, je parlais surtout de la partie relationnelle par rapport au réseau de contacts qui facilite les relations avec les ETI. Alors là, justement, les clubs ETI qu'on essaie de mettre en place dans les régions sont véritablement les points d'entrée pour permettre d'avoir un correspondant en région et puis de pouvoir centraliser en fait. Les chefs d'entreprise des ETI, elles sont toujours à droite et elles sont toujours à droite et à gauche. Olivier est toujours parti, je suis parti. Donc avoir des clubs ETI régionaux qui centralisent un peu nos chefs d'entreprise, je pense que c'est un bon moyen. Mais la Team France Export était représentée lors du Tour de France, quoi. Et puis ce que je vous ai dit maintenant sur notre expérience vis-à-vis de Business France, je l'ai dit aussi lors de cette séance, de cet événement. Oui, c'est extrêmement. Et alors une autre chose aussi qu'on a obtenue, c'est à chaque voyage présidentiel, nous sommes informés de la destination et on diffuse au sein de nos membres ces possibilités de voyage, chacun pouvant dire tiens ça m'intéresse, non pas pour faire du tourisme, mais tiens un président va en Côte d'Ivoire ou justement j'ai une activité en Côte d'Ivoire où je voudrais la développer. Moi-même j'étais en Chine avec le président Macron. Voilà, donc ça fait aussi partie de ce réseau. Mais moi, je suis totalement d'accord avec vous. Hein. Business France, c'est une entité que je trouve tout à fait remarquable et qui n'est pas assez connue des ETI. Et donc, nous avons vocation, effectivement, à faire connaître Business France et la Team France Export. Alors, on a d'autres questions. Alors, comme j'ai le micro, je vais poser ma question. Vous allez me détester, mais au-delà du cas spécifique des ETI, parce que finalement le travail va se porter sur les ETI, nous on a fait un travail côté France Innovation, parce que nous on aime bien quand les PME deviennent ETI. Ah oui. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait des... Olivier, oui, prenez une chaise, parce que sinon vous allez me voir mal au canne à la fin de la matinée. Première difficulté, c'est quand on passe de PME ETI, à la limite il faut passer très vite de PME ETI, parce que le coût du 250e salarié est énorme. On l'a vu sur une certaine période, il y a l'arrêt du remboursement anticipé du crédit impôt recherche comme on a pu le connaître dans le passé. Vous êtes dans des projets collaboratifs, le taux d'intervention de l'État et le taux de subvention diminue de façon assez considérable. Donc si on associe tout ça, on a fait le petit calcul, c'est que le 250e salarié, il coûtait plus du million. Donc ça a une incidence forte et je pense qu'il y a l'effet marche d'escalier sur toute la chaîne en fait. Il suffit de voir regarder les statistiques de l'INSEE, le nombre de sociétés qui bloquent le compteur à 49, c'est pas anodin, c'est parce qu'il y a une marche d'escalier, il y a d'autres préoccupations qui arrivent derrière. Pareil sur la partie PME versus ETI. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va faire l'objet de l'attention de ce plan d'action sur la partie ETI? Parce que finalement, on veut qu'il y ait plus d'ETI,
Mais pour qu'il y ait plus d'ETI, il faut que derrière, en amont, il y ait déjà un travail de réflexion pour faciliter les passages, quoi. C'est une problématique qui doit se traiter à deux niveaux. Il y a un niveau national et puis un niveau européen. Au niveau national, la loi Pacte gomme partiellement les effets de seuil, hein, et donne un certain nombre d'années pour s'adapter aux règles du 250e salarié. Hein, de la même façon, quand on passe de 49 à 50, il y a eu des délais qui ont été mis en œuvre, hein, donc qui permettent de faire une transition plus douce. Maintenant, toutes les règles européennes, les règles des minimis, etc., ça doit se traiter au niveau européen. Et puis je me souviens avec Sylvie, on avait fait à Bruxelles le tour d'un certain nombre d'entités de la Commission européenne, justement pour, là aussi, prendre en compte notre dimension. Hein. Au niveau européen, on passe de la PME à la grande entreprise. Il n'y a pas cette notion d'ETI. Voilà, et donc, voilà, on a commencé à essayer de faire bouger les choses. Mais au niveau français, c'est pas facile. Mais alors, au niveau européen, c'est encore plus difficile. Et puis en plus, on est arrivé à un mauvais moment. Il y avait le changement il y avait eu de présidence, donc ils étaient tous en train de faire leur carton et pas très à l'écoute. Mais on va y retourner. Très bien. Olivier avait une question, je crois. Je crois que j'ai le micro. Alors, ah, vous avez le micro. Priorité au micro, effectivement. On vient de me donner le micro. Bon, le micro. C'est Stéphanie qui a donné le micro. Hein, c'est pas. Oui, j'ai pas été. Bonjour. Je suis désolé d'avoir raté le début. J'étais dans un accident de circulation. Il y avait que de la tôle cassée. Justement, j'ai une question qui suit un peu la vôtre. Quelle est la stabilité démographique, entre guillemets, des ETI? C'est-à-dire qu'il y a des PME qui deviennent ETI, des ETI qui deviennent des grands groupes, et inversement. Quelle est la stabilité de la population d'ETI? Parce que quand on forme une association, c'est important aussi d'avoir un cœur de membres suffisamment stable pour que vous puissiez agir en commun. Alors il y a des situations qui sont assez favorables, qui sont des ETI qui deviennent grands groupes. Donc elles ne sont plus des ETI, mais parce qu'elles ont passé le stade des 5000. Hein. D'ailleurs, on est tout à fait heureux qu'elles restent au sein de notre association, et c'est très bien, les ETI qui deviennent des grands groupes. Il y a, comme on le disait, les PME qui deviennent des ETI. Hein, et la majorité de la création d'emplois, en réalité, c'est ça. Ce sont les PME qui deviennent ETI, plus que les ETI qui se développent. Maintenant, en termes de pérennité, le dispositif du Treuil permet de garder les entreprises au sein des familles, puisque maintenant, enfin depuis 2003, hein, il y a un abattement de 75%, qui fait que les droits à payer sont d'à peu près 10%, mais vous pouvez les payer sur 15 ans. Hein, donc vous payez moins de 1% de la valeur de l'entreprise tous les ans pendant 15 ans. Qui fait que vous avez une entreprise, imaginons que vous ayez une entreprise qui vaille 100 millions d'euros. Les droits que vous allez devoir payer sur la transmission sont, mettons, un peu moins de 10, mettons 8 millions d'euros. Et bien, ces 8 millions d'euros, vous aurez à les payer sur 15 ans. Voilà, donc ça fait 500 000 euros par an. Donc autant, si vous appliquez le barème des successions, vous avez 100 millions d'euros, vous devez payer 40 millions, c'est totalement impossible. Autant payer 500 000 euros par an pendant 15 ans, c'est quelque chose qui reste possible. Et vous pouvez encore améliorer le dispositif. Si vous cédez avant 70 ans, vous avez une décote supplémentaire. Et si vous faites du démembrement de propriété, donc vous séparez l'usufruit de la nue propriété, vous baissez encore. Donc au bout du compte, peut-être que vous aurez à payer 250 000 euros par an. Donc ce n'est pas gratuit, si vous voulez, mais aujourd'hui, fiscalement, les conditions permettent de transmettre les entreprises d'une génération à l'autre. D'accord. Ma question n'était pas fiscale. Ma question était, il y a un nombre d'ETI aujourd'hui. Quelle est la durée de vie moyenne d'une ETI par rapport aux transitions de PME à ETI Sylvie, tu veux répondre ? Donc c'est juste pour montrer qu'en fait une ETI, elles sont majoritairement familiales. 60 ans, c'est 2 à 3 générations.
Donc le vivier, il est là, il existe. Il n'y a pas vraiment de raison qu'il décroît et on fait tout pour qu'il croît. Non, ça, c'est des statistiques qu'on n'a pas. Oui, alors, l'objectif, effectivement, de faire valoir cette marque TI, c'est d'avoir un peu de données telles que vous souhaitez obtenir. C'est-à-dire qu'on fasse partie d'une catégorie statistique et qu'on puisse effectivement travailler un peu plus sur des données chiffrées. C'est une question intéressante et sans doute on manque aussi peut-être d'études universitaires sur spécifiquement notre type d'entreprise. Nous espérons qu'à travers l'événement à l'Élysée, on va pouvoir augmenter donc les entreprises qui seront membres du METI, des clubs et puis du METI. Et avec ces moyens supplémentaires, sans doute qu'on pourrait financer une chaire universitaire et donc répondre aux questions pertinentes que vous posez, mais à laquelle on n'a pas la réponse aujourd'hui. Olivier, c'est à vous. Oui, alors merci Olivier, merci à Sylvie, merci à tous ceux qui organisent justement le METI. Maintenant, les ETI sont une marque reconnue et on voit l'avantage que ça peut exister par rapport au direct ou par rapport même à Business France pour avoir peut-être des avantages particuliers, être pris en compte. Je voulais vous poser la question sur la marche d'après. Autrement dit, quel est l'objectif du métier à terme? Est-ce que on voit bien que le MEDEF la CPME a des propositions spécifiques pour les PME, des revendications spécifiques. Croissance Plus, les entreprises en croissance ont des revendications spécifiques. Le MEDEF également. Est-ce que le métier a des revendications affichées spécifiques qui n'ont pas encore été reconnues et lesquelles et également, quelle marche? On voit bien que vous commencez le développement sur le plan régional. Vous avez trois clubs, mais demain il en faut 17. Et qu'est-ce que vous voulez faire au niveau régional? On en a peu parlé pour le développement territorial et quelles mesures pourraient être prises par les régions vis-à-vis des TI pour améliorer justement la croissance territoriale des ETI et la croissance de l'industrie dans les régions. Alors, tout d'abord, notre esprit n'est pas un esprit revendicatif. Les premiers contacts qu'on a eus... Dans le sens positif, absolument. Pas gilet jaune, mais voilà. Non, mais comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Les premiers contacts qu'on a eus avec les pouvoirs publics n'était pas pour revendiquer, mais pour dire, écoutez, les entreprises sont très satisfaites des mesures qui ont été prises, suppression de l'ISF, flat tax, la loi travail, et donc nous souhaitons travailler avec vous pour voir comment est-ce qu'ensemble on peut développer le pays. Et c'est un discours aussi peut-être un petit peu différent, un petit peu nouveau, qui a créé une certaine sympathie des pouvoirs publics à notre égard. Voilà. Et on travaille beaucoup, par exemple avec Sophie Cluzel sur l'insertion des handicapés. On a parlé de l'apprentissage. Donc on a vraiment pour objectif de co-construire, de participer au développement économique du pays. On n'est pas seulement, on n'a pas pour objectif principal un objectif revendicatif. Bon, ensuite, les sujets que vous évoquez, il y a malgré tout un certain nombre de combats. Le combat de la réindustrialisation du pays. Donc là, c'est Geoffroy de Bézieux, nous, président de la CPME, François Asselin, quand on parle de taxes de production, par exemple, ou de pacte productif, ce sont des combats communs. Nous, les ETI, on produit beaucoup en France. Donc ça nous impacte directement. Les grands groupes produisent moins en France que nous, mais ils sont aussi, je pense, fiers d'être français. Donc sans doute, s'il y avait des conditions économiques plus favorables pour ces grands groupes, ils pourraient plus produire en France. Donc là aussi, il y a un combat commun. Puis la CPME, c'est pareil. Donc il y a beaucoup, sur beaucoup de sujets, nous avons des objectifs communs. Après, l'objectif particulier des ETI, c'est vraiment la prise en compte de notre taille. Et qu'on ait un traitement spécifique qui soit, sans doute, qu'on exige de nous plus que les PME, mais moins que les grands groupes. Enfin, pour répondre à votre dernière question sur le développement régional,
l'État est très loin des entreprises. Donc si on veut réussir, si on veut aider les entreprises à réussir leur évolution digitale, si on veut les aider à se projeter à l'international, c'est au niveau territorial qu'il faut que cela se fasse. Et donc, par exemple, au niveau du Club ETI Île-de-France, eh bien, on partage entre nous nos expériences. Il y a un chef d'entreprise qui explique comment est-ce qu'il a réussi à faire telle ou telle action. Et puis aussi, on travaille avec les services d'Alexandra Dublanche sur, par exemple, le pacte InnovUp, qui permet d'encourager l'innovation, des pactes autour du digital. Donc, on peut, au niveau régional, mettre en place un certain nombre d'actions qui peuvent être relayées d'ailleurs à travers les chambres de commerce. Au niveau Île-de-France, je me suis occupé justement de cette partie digitalisation avec Alexandra Dublanche. Et on a fait le tour de France, le tour de l'Île-de-France des différents départements, pour expliquer l'offre de la région qui propose une aide à 50%. Avec le CETIM pour faire un diagnostic digital, des POC, des proof of concept, et puis pour déployer un certain nombre de projets. Donc c'est vraiment des choses qui sont très très concrètes, si vous voulez, qui sont sur le terrain, et c'est au niveau régional que cela se passe. C'est pas au niveau national. Madame, je crois une question. Oui, bonjour, Sandrine Maïzano. Vous m'avez beaucoup inspiré par rapport à parcours de Septodon et puis ce mouvement, puisque moi je suis un ancien dirigeant de TI. Aujourd'hui, je suis recentrée sur la RSE, je pourrais peut-être vous aider, mais je ne veux pas accaparer la parole. Sur la RSE. Donc je pourrais peut-être vous aider sur les problématiques d'attractivité sur les jeunes talents, on en parlera plus tard. J'ai 3 mini-questions. Les ETI dans les dom-toms. Deuxième question, ce qui est intéressant avec le métier, c'est je trouve l'homogénéité vers laquelle vous allez, parce que moi j'ai appris il n'y a pas longtemps par le MEDEF que la moyenne des salariés est de 47 parmi les adhérents du MEDEF, 47 salariés. Donc c'est en fait pas que des grosses structures, on imagine une grande hétérogénéité. En même temps, cette homogénéité au métier, entre 250 salariés et 5000, c'est pas évident. Donc je ne sais pas si vous avez une cartographie aujourd'hui de la moyenne à laquelle vous arrivez. Et puis ma troisième question, c'est comment ont été définis les fameux 500 champions là, qui ont été invités dans les salons de l'Élysée. On a compris une belle représentativité au niveau du territoire français, mais 500 champions, est-ce que c'est en performance de chiffre d'affaires, en croissance, en investissement? J'ai pas bien saisi. Donc votre première question... C'était les dom-toms. Première question, c'est les dom-toms. J'avoue que j'ai assez peu d'informations. J'ai assez peu d'informations sur plutôt de la PME peut-être, on imagine, sur ces territoires-là. Il faudrait aussi qu'il y ait des clubs ETI au sein des dom-toms. Ouais. Mais non, j'ai pas beaucoup d'informations à ce niveau-là. Alors, troisième question. L'homogénéité du métier. Puis ma troisième question, c'était sur les 500 champions. C'était un petit clin d'œil. Alors, je crois qu'on est un peu plus de 1200 en moyenne. Hein. Le chiffre que j'ai en tête, c'est 1200. Ceci dit, on est quand même... Salariés, oui. On est beaucoup plus homogène, effectivement, qu'une structure comme le MEDEF. Moi aussi, je suis au MEDEF 93-94. Et donc, vous avez des TPE et vous avez des grands groupes, quoi. Donc, trouver l'identité commune... c'est difficile, alors que nous, bon, évidemment, entre 250 et 5000, on est différents, mais enfin, malgré tout, nos problématiques sont assez semblables, et c'est sans doute aussi ce qui fait notre force, c'est une homogénéité. Il y a un très grand consensus sur les mesures à prendre, les réformes qui sont nécessaires. Puis aussi une homogénéité, vous parliez de RSE, on a tous des politiques RSE fortes. Septodon, donc on est à Saint-Maur. Saint-Maur, c'est une ville qui est riche, mais nous sommes au bord du pont de Créteil, sur un quartier politique de la ville. Donc on a financé avec Simplon une école sociale du numérique, de façon à pouvoir sortir ces jeunes et ces moins jeunes, hein, de ce QPV pour, après 6 mois, je dirais, assez intenses d'apprentissage autour de ces questions numériques, leur permettre de se réinsérer au niveau dans la vie économique. Et on fait d'autres actions, mais c'est vrai au niveau Septodon, mais c'est vrai au niveau du club ETI Île-de-France. On voudrait accueillir 500 jeunes des QPV pour les stages de 3e, enfin tout un certain nombre d'actions, si vous voulez, où on veut contribuer à l'environnement sur lequel nous sommes implantés. Donc je vous dis, la RSE, c'est pas quelque chose qu'on met
spontanément en avant, on ne fait pas de greenwashing, mais we walk the talk, quoi. On met en œuvre ces politiques. Bonjour Olivier Dussert. Je me permets, a priori, donc vous ne voulez pas répondre à la troisième question du coup. Je me rappelle plus, c'était les 500 champions. Les 500 champions. Alors, écoutez, c'est pas par ordre alphabétique a priori. Oui, alors en fait c'était assez intéressant parce que ça faisait pratiquement un an qu'on cherchait à créer un événement comme donc celui du 21 janvier. Et en fait les choses se sont un peu précipitées parce que ça s'est inséré dans la séquence Choose France, avec l'exposition des produits fabriqués en France à l'Élysée. Derrière, il y a eu le sommet avec les 200 patrons de grandes entreprises à Versailles. Et donc, nous, c'était pour finaliser cette séquence. Mais on a été prévenus assez tard et il a fallu, dans un temps assez court, identifier ces 500 chefs d'entreprise. Donc, on a utilisé les bases de données qu'on avait. Il n'y a pas eu de critères de sélection. Hein, c'était juste le fait qu'elles soient ETI. Je crois qu'on a envoyé 650 invitations. Et qu'il y a eu 500 réponses positives, ce qui est un taux qui était extrêmement important. On avait peur d'ailleurs qu'il y ait trop de monde. Et au niveau du questionnaire, donc les 500 qui participaient, on leur envoyait le questionnaire, qui est un questionnaire très complexe. Hein. Il y avait des pages et des pages dans les différents domaines. Il y en a eu 350 qui ont répondu. Hein. Donc 350 sur 500, c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Mais il n'y a pas eu de process de sélection en fonction de la performance. Non, c'est pas comme ça. On a dû, au dernier moment, identifier ces 500 entreprises. Merci. Oui, j'avais deux questions. La première, si j'ai bien compris, vous êtes en train d'essayer de constituer un maillage du territoire. Il y a une organisation qui a été créée il y a un peu plus d'une vingtaine d'années par Pierre Bellon qui s'appelle l'APM, qui est l'Association pour le progrès du management. Vous avez des rapprochements, vous pensez pouvoir faire des choses avec une structure qui représente quand même 8000 chefs d'entreprise, et où là, c'est pas une question de taille. Oui, non, c'était très bien. J'ai participé là, j'ai arrêté, mais j'étais membre de l'APM, Club Capucine, il y a pas mal d'années. Mais c'est un peu différent parce que d'abord, l'APM ne s'adresse pas uniquement à des chefs d'entreprise, hein, s'adresse à des cadres de différents niveaux, oui. Alors qu'au niveau des clubs ETI... Non, je pensais plutôt s'appuyer à faire des choses avec eux au niveau... L'APM, l'objectif de l'APM, c'est vraiment d'échanger entre membres du club. C'est plus un objectif d'éducation continue, de formation permanente, hein, avec des experts qui interviennent sur différents domaines, des échanges entre chefs d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a au niveau du club ETI, mais on a également d'autres actions. On a cette action de co-développement économique avec la région. Donc ce dialogue et ce travail entre la région, les élus, les membres donc des administrations régionales pour créer les conditions les plus favorables donc, au développement des ETI au sein de la région, et puis aussi un volet national. Donc ce qu'on trouve à l'APM, on le retrouve en partie au niveau des clubs régionaux, mais on fait plus de choses que ça. Maintenant, nous souhaitons accueillir le plus de dirigeants possible. Hein. Donc, s'il y a des membres de l'APM qui souhaitent nous rejoindre, alors il faut être mandataire social, hein, voilà. Mais nous, on sera évidemment très, très heureux d'accueillir donc des membres de l'APM. Et c'est intéressant parce que quand on est membre de l'APM, ça veut dire qu'on a un désir de progression, un désir de formation continue, et ça correspond tout à fait aux valeurs des clubs ETI. Voilà, et ma deuxième question, je m'occupe d'une fondation qui a été créée par des grands groupes industriels français, qui s'appelle C'est Génial, et qui a pour mission de revaloriser l'image des sciences et des techniques. Vous disiez tout à l'heure que l'État connaît mal le monde industriel finalement, et le monde de l'enseignement encore plus. Donc il y a, j'ai envie de dire, une espèce de gros chemin à faire pour que la formation, tu le disais tout à l'heure, hein, que la formation des jeunes aujourd'hui d'abord se tourne vers le monde de l'entreprise et qu'ils sachent ce qui se passe dans l'entreprise, parce que souvent il y a beaucoup d'idées fausses. Et puis du côté des enseignants, une grande difficulté à pouvoir être des promoteurs au fond des métiers scientifiques et techniques en entreprise. Vous êtes, j'ai l'impression, sensible à ça, et vous faites déjà des choses dans ce domaine ?
Non, c'est essentiel. Hein, c'est essentiel pour attirer les jeunes. Donc les professeurs avec qui nous avons été en relation, ou les patrons, les présidents, les directeurs des écoles, des universités, ont beaucoup d'appétence à interagir avec nous. Et ça, c'est... je pense qu'il y avait un manque de... Enfin, parfois, c'était un peu trop pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Et donc, il faut absolument qu'on se projette, et notamment vers le monde de l'éducation. C'est quelque chose qui est absolument indispensable, qui intéresse les professeurs, et qui est important si on veut attirer les talents. Hein. Aujourd'hui, les jeunes écoles d'ingénieurs, comment ils trouvent du travail? Parce qu'ils font des stages. Et comment ils trouvent les stages? Ce sont les entreprises qui participent au salon des écoles, aux rencontres des étudiants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus, effectivement, se rapprocher des structures universitaires. Je suis tout à fait d'accord. Bonjour Olivier. Pardon d'arriver un peu en retard, mais je vais apporter François Charles, IRCE et Groupe Novial, donc je vais apporter ma petite touche européenne. Ce ne sera pas des questions, mais 4 petits points. Donc je suis arrivé en retard justement parce que j'étais à un petit déjeuner aux Échos sur un truc très financier, très technique, sur la nouvelle directive européenne, sur la relation entre les créanciers et les actionnaires, en cas de développement, mais surtout en cas de crise, en cas de problème. Et là, le CIRI de Bercy travaille beaucoup là-dessus. Et donc, on a parlé aussi PME, ETI, donc ça serait intéressant de bien focaliser, faire attention à l'identité des ETI en cas de problème, et surtout avec l'évolution du droit anglo-saxon par rapport au droit romain. Donc ça, c'est un petit point. Tout frais. Je voulais insister aussi sur le fait que les ETI, on en a déjà parlé, mais ont tout leur rôle dans les programmes interrégionaux, qui ne sont pas que frontaliers maintenant, mais ils sont tous à travers l'Europe. Donc là, créer une dynamique ETI aussi à partir de la France, voire de l'Allemagne, mais ça serait vraiment bien. Et puis là, je vais arriver au niveau français. J'ai rencontré, c'est bien de dit, c'est pas une lutte de positionnement. Tant mieux, parce que j'ai rencontré encore à Euromaritime Marseille un cluster dont le président me disait, mais nous, on a des boîtes qui n'ont pas envie de grossir forcément, donc qui veulent garder leur identité, donc pas faire cette lutte entre ETI et cluster. Et surtout, et puis, je vais revenir sur les dom-tom, pour terminer, sur les ultramarins, comme on appelle maintenant, parce qu'on essaie de préparer quelque chose avec le comité économique et social sur l'identité des ultramarins en Europe, et ils ne sont pas que français. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'ils sont vraiment unis ou pas encore unis dans la diversité, comme en Europe. Et je pense que créer une grosse ETI, quelque chose pour leur faire prendre conscience de caractères très complémentaires qu'ils ont entre eux et qui pourraient vraiment fonctionner entre eux, ça serait peut-être pas mal. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vous n'avez pas de commentaires? Pardon? Vous n'aviez pas de commentaires? Non, je suis... Ok. Donc Mathieu Porcher, vous avez mentionné tout à l'heure la politique d'innovation ouverte que vous appliquez. Vous avez évoqué le CEA comme organisme avec lequel vous collaborez. Il y a plusieurs directions au CEA qui ont des pratiques qui sont différentes. Vous avez parlé de l'université d'Aix-Marseille, qui a une SAT, qui l'utilise, qui ne l'utilise pas. Donc est-ce que vous arrivez à avoir une doctrine d'innovation ouverte qui soit stable, ou c'est plutôt compliqué et vous adaptez à chaque situation sur ces sujets, on va dire, qui ne sont pas au cœur de votre métier, puisque la partie industrielle, j'imagine que vous innovez en interne, plus que vous faites appel à des partenaires extérieurs. En fait, c'est beaucoup plus le fruit de rencontres, si vous voulez, de rencontres soit entre acteurs du dentaire, hein, donc il y a de la recherche universitaire qui est faite au sein des facultés, mais ça peut aller au-delà. Et notre politique, c'est en participant à des salons, en faisant de la revue bibliographique, on identifie telle ou telle technologie qui pourrait nous intéresser, et puis ensuite nous nous adaptons. Alors, par contre, ce qu'on peut dire, c'est on a une usine dans le Colorado, et il y avait une technologie qui nous intéressait, l'Université du Colorado. Donc on a été les voir, et en 48 heures, on avait un accord, une proposition d'accord de
transfert de technologie qu'on a signé, et puis donc on a ensuite les équipes qui ont travaillé ensemble pour exécuter cet accord. C'est très bien passé. Quand nous avons développé ce produit Byzantine, l'accord a été signé 2 ans après la commercialisation du produit. Donc il a fallu 12 ans. J'ai participé à un débat avec Frédéric Vidal, le ministre de l'Enseignement supérieur, et il y avait quelqu'un, aussi le président du CNRS, et qui disait non, c'est pas possible, aujourd'hui ça se passe pas comme ça, c'est pas possible. Donc, bon. Donc apparemment l'expérience que j'avais vécue ne correspondait pas peut-être à ce qui se passe actuellement. Peut-être que les choses ont évolué, j'espère, depuis le lancement de notre produit. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était vraiment un chemin de croix d'arriver à matérialiser ces contrats de transfert de technologie.